Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de reprise sur comment optimiser le test de gras. Je me présente, mon nom est Maxime Tarte, je suis au service technique laitier pour le Québec dans l'équipe de Purina Cargill. Donc, on va débuter avec nos partenaires. Donc, merci à nos partenaires locaux que vous connaissez bien. Donc, les voyez à l'écran. Maintenant, les sujets de la conférence. Qu'est-ce qui peut impacter le test de gras? Bien, évidemment qu'on va parler de la santé du rumen, donc le niveau de grain versus la fibre, la régie alimentaire, la régie de troupeau, le stress de chaleur qui peut être un facteur. Et aussi, quand j'écris plusieurs facteurs, ce que je veux dire, c'est que le test de gras, une diminution du test de gras est souvent liée à plusieurs facteurs. Donc, ce n'est pas seulement trop d'amidon ou un manque de fibres efficaces. Souvent, ça va être lié avec un stress de chaleur, un petit peu de boiterie dans l'étable, du triage. Donc, c'est plusieurs petits facteurs qui fait que c'est difficile de remonter un test de gras parce qu'on va souvent focuser sur un aspect de la régie, quand au fond, il y a 3-4 petits facteurs qui vont affecter cette composante-là. On va évidemment parler de solutions, dont des actions qui peuvent être faites à la ferme par des stratégies alimentaires, mais aussi des solutions de régie ou de signes de vache. Donc, on va commencer par la santé du rumen. Qu'est-ce que la santé du rumen et comment on peut l'évaluer? Évidemment qu'en 2021, on a de plus en plus d'outils, dont le Profilab. Et le Profilab, c'est ni plus ni moins que la composition du test de gras. Donc, le test de gras, il vient de plusieurs facteurs. On a le rumen qui va produire des composantes. On a aussi ce que la vache consomme en termes d'huile, de gras, et aussi qu'est-ce qu'elle a corporellement sur elle. Donc, on va vraiment décortiquer ça en 3 principaux gras dans la glande mammaire. Donc, les premiers gras vont provenir des fourrages. Donc, les fourrages vont permettre la fermentation dans le rumen de ces aliments-là et on va produire des acétates, des butyrates qui vont être directement liés à la fermentation ruminale. Donc, on parle ici de santé du rumen. Lorsqu'on va évaluer les de novo, les acides gras libres de novo, qui sont élevés dans une glande mammaire, bien, on voit vraiment qu'il y a une bonne fermentation du rumen. Donc, mon fourrage se digère bien pour former de l'acétate, du butyrate. L'autre portion dans la glande mammaire de gras va être les préformés. Donc, il y a les mixtes, qui est un mixte entre les de novo et les préformés. Et eux, ils vont être vraiment liés au C16. Donc, quand on a du C16 dans une ration, on va voir les mix généralement qui vont monter et un rumen très en santé va maintenir un niveau adéquat de C16 de mix. Maintenant, quand on va parler des préformés, donc tout ce qui est les gras, les C16, les C18, 1, 2, 3, etc. Donc, le rumen va en saturer une portion et tout sinon ce qu'on va amener en nutrition animale qui va bypasser le rumen, donc qui est inerte au rumen, comme on parle souvent du mégalac, d'énergie booster. Là, on va en amener du gras à l'intestin de l'animal pour vraiment soutenir la production de lait, soutenir l'énergie, donc le test de gras. Et la dernière portion qui peut être un test de gras, évidemment, il y a qu'est-ce que la vache a sur son dos, donc l'état de chair de la vache, qui est une vache en début de lactation qui va maigrir un petit peu. Donc, on va voir vraiment une portion de ces acides gras dans les cellules adipeuses qui vont se ramasser dans la glande mammaire. Donc, c'est 3 aspects principaux qui vont faire un test de gras et chacun est très important. Si on veut évaluer une interprétation théorique d'un test de gras bas, première des choses, on peut évaluer les de novo. Donc, on voit ici la ligne en rouge, c'est la moyenne. Et là, on va considérer un test de gras qui est bas, sous la moyenne ici, et les de novo qui sont bas. Donc, ça peut être des signes à valider. Donc, est-ce qu'on aurait de l'acidose ruminale? Est-ce qu'on aurait trop d'amidon dans la ration? Des acides gras insaturés au rumen? Un manque de fibres efficaces? Du triage? Un problème à la mangeoire, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on va vouloir valider par des de novo qui sont bas et un test de gras qui est bas. Lorsqu'on regarde un Profilab et qu'on voit que le de novo est bas, par contre que le test de gras est élevé, moi ici, ça m'allume une lumière. Donc, les vaches, le test de gras se maintient, mais notre rumen ne fonctionne pas bien. Ça peut être plusieurs indicateurs, donc un problème au rumen, un excès de gras dans la ration ou tout simplement des vaches qui vont fondre. L'acétonomie sous-clinique en début de lactation. Donc, les vaches vont donner le gras pour essayer de maintenir le pourcentage. Biologiquement, c'est pour nourrir le veau, on s'entend. Mais maintenant, ils vont maintenir la production en ayant un problème, un déficit au niveau du rumen quand même. À long terme, ce qu'on va voir, c'est la deuxième catégorie ici en mauve. On va parler de vaches qui sont maigres. Donc, des de novo fonctionnent très, très bien. On est en haut de la moyenne, mais le test de gras est bas. Des vaches maigres, des vaches fin de lactation qui ont donné énormément de gras en début de lactation, ils n'ont plus rien sur le dos. Donc, au final, en fin de lactation, ils vont essayer de se remplumer. Donc, pendant la fin de la gestation, ils veulent leur mettre un peu de toucher pour préparer la prochaine lactation. Donc, on voit les tests de gras qui baissent parce que la vache en garde des réserves pour elle. Évidemment, quand tout va bien, donc on parle d'un rumen qui fonctionne très bien.
Donc, ça ici, c'est le côté théorique. Maintenant, quand on est dans la situation que les de novo sont bas et le test de gras est bas, qu'est-ce qu'on peut faire ou au moins évaluer pour essayer d'améliorer la situation? Bien, c'est toujours de trouver l'équilibre entre le grain et la fibre réellement efficace. Donc, oui, il y a de la fibre dans une ration, mais qu'est-ce qui est réellement efficace? Ça, pour l'évaluer, ça prend un tamis Pensteak. Donc, on va prendre les 4 boîtes quand on vient à la ferme, les 4 grosses boîtes noires, et on va séparer les proportions de votre ensilage, donc de votre RTM, avec le tamis numéro 1 qui est le haut qu'on dit, le tamis numéro 2 qui est le milieu 1, le milieu 2 et la panne. La panne, c'est considéré être le grain. Donc, le grain de la ration, on le voit ici, les pourcentages qu'on aimerait avoir versus le reste. Le tamis du haut, ça ici, c'est de la fibre hautement efficace. Le problème, c'est qu'elle est triable. Donc, une ration qui est à 15 de fibre sur le dessus, donc on voit la longueur de coupe ici, mais on va amplifier le problème de triage parce qu'on va avoir beaucoup trop de fibres longues. Les vaches vont être capables de le tasser et venir manger le grain plus facilement. Ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est un 5 à 10 Pourquoi? Ce 5-10 %-là, lui, va venir faire comme un filtre au bout du rumen. Donc, il va ralentir le transit des aliments du rumen vers l'intestin et on va laisser plus de temps aux bactéries. Donc, en ralentissant le transit alimentaire, on va laisser plus de temps aux bactéries du rumen de venir travailler, attaquer, digérer cette fibre-là. Donc, aller chercher le maximum des nutriments de la ration. Donc, c'est pour ça que ce pourcentage-là est important. Le tamis 1 ici, donc ce qu'on voit ici sur la photo, plus de 50 qu'on aimerait avoir de notre ration qui est ici. Ça, c'est une fibre qui est hautement efficace, qui est vraiment difficile à trier par la vache. Donc, lorsqu'on en a un 50, 55, 60 de la ration, on a une super belle fibre efficace et la vache a beau vouloir le tasser avec son nez, elle ne sera pas capable de trier le grain versus cette fibre-là. Donc, c'est pour ça qu'on en veut une très forte proportion. Maintenant, quand je vais en manquer, je manque de fibre sur le dessus, je manque de cette fibre-là, bien évidemment, en pourcentage, ça va se remettre sur mes 2 derniers plateaux. L'avant-dernier plateau ici, on parle encore un peu de fibre efficace, mais très, très peu efficace, mais c'est quand même un minimum de fibre efficace qui est trop courte. Le problème, c'est qu'elle va fermenter très rapidement dans le rumen. Et si on avait juste de la fibre comme ça, ben là, le transit serait vraiment trop rapide. On parle des fumiers liquides avec de la fibre non digérée. Ben, c'est quand j'ai une ration qui est en farine vraiment trop courte. Bon, on va voir vraiment ici, là, c'est parce que ça va passer trop vite dans le rumen. Et finalement, ma panne, ben ça, c'est mon niveau de concentré que je peux me permettre de faire. Dans la prochaine diapositive, je vais expliquer un petit peu comment je vais évaluer mon niveau de grain que je suis capable de mettre dans une ration selon la fibre. Mais évidemment que lorsque j'ai un tamis parfait en termes de fibre sur le dessus, je peux me permettre d'aller chatouiller un petit peu la vache avec un 28, 30, 32 de grain versus quand que je manque de fibre efficace, ben là, je vais vouloir réduire mon niveau de concentré pour essayer de rééquilibrer mes proportions. Pour avoir une RTM parfaite, évidemment que ça va prendre des ensilages presque parfaits. Ensilage de maïs et ensilage d'herbe, d'où la référence ici. Si on débute une ration très, très courte en ensilage de maïs, ça va être dur de corriger un RTM parce que l'ensilage de maïs est beaucoup trop court. Si je prends par exemple quelqu'un qui va mettre ses ensilages dans un hackbag, donc le hackbag, il va hacher un petit peu lorsqu'on va compacter. On va le remettre dans un silotour pendant le printemps. Le silotour va le débouler. Après ça, on va le mettre dans une RTM qui a des couteaux parce qu'exemple, à la ferme, on a des balles rondes, donc le RTM, il est plein de couteaux. Donc, évidemment que ce maïs-là touche à beaucoup de métal et là, on vient de raccourcir de plus en plus notre fibre et on va avoir des problèmes d'RTM, non pas parce que le maïs était fait trop court, tout simplement parce qu'il est abîmé pendant le processus pour se rendre devant la vache dans la RTM. Donc, c'est vraiment de valider, est-ce qu'à la récolte, c'est bien? Et oui, est-ce que devant la vache, maintenant, c'est bien? Sinon, c'est entre les deux qu'il y a un problème. Et là, en terminant ici, pour cette diapo, je parle d'RPM robot. Donc, je n'ai pas mis de paramètres parce que ça va vraiment dépendre de la quantité de grains qu'on va rajouter au robot, mais de jamais l'oublier. Si vous avez une RTM robot qui ressemble beaucoup à nos barèmes ici, à 5, 50 20 et 30, bien évidemment que si je viens de rajouter un 5, 6, 7, 8 kilos de grains par-dessus ça, donc qui s'en va en théorie complètement dans la panne, bien mes pourcentages de fibres sont complètement débalancés. Donc, prenez le temps d'évaluer ma ration robot. Combien que j'ai de grains? Même chose, quelqu'un qui a un vache par vache attaché. Combien j'ai de grains mis à côté de cette ration-là? Donc, on appelle une RPM, ration partiellement mélangée, parce qu'il y a du grain à côté. Donc, venir prendre notre chiffre et rajouter le grain pour refaire les proportions en pourcentage et s'assurer qu'on est encore, entre guillemets, sécuritaire pour la santé du rumen. La première chose que moi, je vais balancer, c'est ma fibre. Et après ça, selon mon Pensteak, je vais pouvoir me permettre de mettre le grain. Et pourquoi? Ici, c'est la même ration papier. Donc, chez le client versus le client 1 versus le client 2, je fais exactement les mêmes ingrédients, le même balancement de ration. J'ai 17 de protéines, j'ai 25 d'amidon,
et j'ai 30 de fibres NDF. Donc, une ration vraiment typique, là, gros pain, haute production, là, vraiment de base, là, typique. Maintenant, cette même ration papier-là, mon premier client ici, il prend la même ration, mais lui, il a beaucoup de couteaux dans le mélangeur et il part le mélangeur. Souvent, il reçoit un appel de son feedman, de son ami. Puis là, on voit là, la personne qui fait le mélange, au fond, le feedman, c'est la personne qui fait le mélange, oublie d'arrêter le mélangeur. Et là, on voit vraiment que ça va raccourcir, ça va raccourcir. Et là, ma fibre ici devient beaucoup trop courte. Donc, on voit que ma même ration papier devient très, très peu fibreuse sur le tamis du haut, donc qui permettait de ralentir mon transit. Mon tamis numéro 2 est encore là trop court, donc ma fibre très efficace. Et on voit que j'ai broyé mes fourrages. J'ai augmenté beaucoup de fibres très, très coupées. Et même là, ici, mon pourcentage de grains est exagérément élevé de broyer, donc de fines particules qui est inefficace au rumen. Versus une RTM qui est longue. Donc, le voisin qui utilise, exemple, les mêmes ensilages, la même ration papier, ben lui, par contre, quand il part le mélangeur, il y a un timer. Après 5 minutes ou 3 minutes de brassage, j'y arrête et il y a très peu de couteaux dans le mélangeur. Donc, on voit que la fibre est peu maganée. Et on va voir ici que j'ai un très, très beau pen state théorique pour la même ration papier. Quand je vais prendre le temps d'évaluer mon PE-NDF, donc si vous commencez à regarder plusieurs littératures, vont parler du PE-NDF. Ça ici, ça veut dire la fibre réellement efficace, fourrage en NDF, donc la fibre efficace au fond. Un chiffre sécuritaire, lorsqu'on est en haut de 21 jusqu'à 23, 24, c'est vraiment bien 24. Donc, on voit que ma ration trop courte en fibre efficace, je suis vraiment limitant. Là, je suis en bas du seuil critique. Et dans ma ration que je considère longue ou parfaite, on voit que je suis parfaitement dans les chiffres qu'on veut. Ce que ça veut me dire ici, c'est que si je mets le même niveau de grain que je vous parlais, donc la même ration théorique sur papier, ben moi, ça m'indique ici qu'il y a un risque d'acidose sous-clinique parce que j'ai 1,2 kg de fibre par kilo d'amidon. Donc, j'ai très peu de fibres pour le grain que je vais rajouter, versus ici, je suis sécuritaire, une ration très fibreuse, très, très santé pour la vache. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Dans un cas comme ça, j'ai deux options. Soit que je vais limiter mon niveau d'amidon, donc baisser volontairement mes niveaux de concentré. Le problème, c'est qu'à long terme, on va vraiment voir des vaches qui vont soit maigrir ou carrément perdre en production laitière. Ou sinon, il va falloir que je corrige par un fourrage plus long. Donc, d'où la photo ici dans mon rumen, je vais venir rajouter de la paille. La paille va être dans mon tamis haut et milieu, donc je vais rajouter beaucoup de pourcentage dans mon pen state pour corriger le problème. Et l'idée de la paille, c'est qu'elle va flotter dans le rumen. Et en flottant dans le rumen, elle va venir bloquer le lien entre le rumen et l'intestin, au fond. Donc, on va ralentir le transit par la paille et on va aider les bactéries du rumen à mieux digérer ma ration. Et en même temps, on va permettre d'avoir une meilleure fermentation des fourrages, donc une meilleure santé du ruminal. Maintenant, quand on parle de dégradation ruminale de l'amidon, donc on voit ici l'amidon, selon les temps dans l'année, selon le pourcentage de matière sèche et même la longueur de coupe, l'amidon du plant ne sera pas digéré de la même façon pour une même analyse. Si on prend pour commencer un pourcentage de matière sèche, donc on voit l'idéal, on vous dit souvent entre 38 et 40, entre 32 et 38 de matière sèche. Donc, dans un bunker, un hackbag, un meule, 32, 35, 36 de matière sèche, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut aller chercher le maximum de qualité pour la digestion de l'amidon dans le rumen. Donc, on voit que l'amidon digéré dans le rumen ici est à son meilleur. Versus dans un silo tour, on va dire pas dépasser 42, 43 de matière sèche parce que sinon, on voit vraiment qu'on va perdre beaucoup de digestion de l'amidon. Donc, ça va dire qu'il va y avoir beaucoup d'amidon qui vont se rendre jusque dans le fumier. Mon idéal, on veut 32 à 38. Oui, sur papier, est en bas de 30 de matière sèche, il va y avoir un gain sur l'amidon. Par contre, on va tellement perdre sur la qualité, la fermentation de l'ensilage qu'on ne se rend pas là. Donc, ça va être un silo qui va couler. Donc, tous les nutriments vont partir. Il va mal fermenter. Donc, c'est vraiment un problème. Ce qu'on veut, c'est d'être entre 32 et 38 de matière sèche pour aller chercher le maximum de l'amidon disponible au rumen. Maintenant, un coup que c'est fait, ce qu'on veut aller chercher, 2, 3, idéal, de plus en plus, on parle de 4 mois de fermentation pour du maïs ensilage. Donc, si vous avez des rations très fortes en ensilage de maïs, on parle des 60, 70, 80 d'ensilage de maïs. Si vous êtes capable d'avoir un bunker de plus, un silo de plus pour avoir 4 mois d'entreposage, oui, ça a un coût, mais on voit qu'on va chercher le maximum de digestibilité de l'amidon et dans le temps, après ça, ça va faire un plateau. Donc, de 0 à 4 mois, il y a vraiment un gain à faire. Après ça, ça va être beaucoup plus stable. Dans un monde idéal, c'est 4 mois. Si vous êtes capable à la ferme au moins d'avoir un 2 mois, c'est déjà très, très bien. Le problème, c'est que le 0-2 mois, l'ensilage va travailler. Donc, il y a des levures qui travaillent, des bactéries pour former leurs acides organiques.
Et ça ici, c'est un ensilage qui est instable et aussi l'amidon est moins disponible. Donc, à long terme, on perd dans la vache parce que l'ensilage n'est pas stable. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un minimum de 2 mois, aller chercher la stabilité. Et idéalement, se rendre jusqu'à 4 mois d'entreposage, c'est vraiment parfait. Maintenant, la longueur de coupe a un gros impact sur l'amidon de gérer dans le rumen. Un ensilage qui est très, très court, bien, il va passer très rapidement dans mon transit. Dans ma photo de tantôt que je vais remontrer, donc dans ma photo ici, on voit que si mon ensilage est très court, il va passer trop rapidement du rumen dans l'intestin. Donc, les bactéries n'auront pas le temps d'attaquer cette fibre-là et ce grain-là. Donc, il y en a un ensilage plus long, de 30 mm, même jusqu'à 50 mm. On voit que mon amidon va durer plus longtemps dans le rumen, donc on va laisser une chance aux bactéries de le digérer et on va améliorer la digestion de l'amidon. Donc, si on récapitule cette diapo, de 30 à 38 de matière sèche, le plus longtemps possible en silo pour aller chercher le maximum avant de le soigner aux vaches, donc un 2 à 4 mois, et la longueur de coupe va avoir un grand impact sur la qualité de l'amidon disponible dans le rumen pour les vaches. Il ne faut pas oublier non plus les rouleaux craqueurs. Si vous avez des rouleaux craqueurs mal ajustés, on va regarder ici c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Un mauvais travail du grain dans l'ensilage de maïs, après seulement 7 jours, donc on vient juste d'être récolté, il est disponible à 60 %. Quand on parle d'un excellent travail du grain, on a déjà gagné un 7 % ici dans la même semaine. L'avantage, c'est que l'endosperme, l'écaille du maïs, qui est très, très dur à digérer par les vaches, il est déjà cassé. Donc, on donne accès aux bactéries pour venir gruger cet amidon-là pour l'utiliser pour nourrir la vache. Par contre, après 9 mois de fermentation, là, l'impact est encore plus grand. Après 9 mois de fermentation, le mauvais travail du grain il est très peu disponible. Et encore là, c'est à cause de l'endosperme, l'écaille autour du maïs, qui est très, très dur à digérer. Donc, si les bactéries n'ont pas accès à cet amidon-là dans le grain, ben, il n'est vraiment pas disponible. Versus un excellent travail du grain, que le grain est tout ouvert, éclaté, disponible, il est ramolli par la fermentation, ben là, les bactéries du rumen peuvent faire ce qu'ils veulent avec et on voit qu'il est très, très disponible. Si on prend ce scénario-là ici, on regarde après 9 mois de fermentation, on a gagné un 13 à 14 % de digestibilité sur notre amidon. Donc, c'est sûr que dans une ration, l'impact que ça peut avoir, là, on va retirer environ 750 grammes ou 650 grammes de matière sèche, mais 750 grammes TQS de maïs grain, qui est quand même non négligeable au prix qui est rendu. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de valider vos rouleaux craqueurs pour la saison qui vient. Et aussi, on va parler souvent de la finesse de mouture de maïs moulu sec versus un maïs humide. C'est quoi la finesse qu'on veut? Un maïs moulu qui est relativement très fin va aller chercher jusqu'à 55 % d'amidon ruminal. Donc, on a 70 % d'amidon total dans le grain. Et de cet amidon-là, il y a un 55 % qui va être disponible dans mon rumen. Versus un maïs humide moyen, là, qui est relativement grossier. On est facilement à 83 % un coup qui est bien fermenté, qui est stable. Donc, on voit que le maïs humide va amener énormément d'amidon rumen versus un maïs sec. Et là, la question à se poser, est-ce que je peux mettre du maïs ensilage avec du maïs humide pour aller chercher le maximum d'amidon rumen? Et c'est ce qu'on va voir. Le problème, c'est l'amidon total versus l'amidon ruminal. Si je me fais une ration de base, donc en amidon total à 25,5 %, donc souvent c'est un chiffre que vous allez voir en 24 à 26 %, là, donc on se met à 25,5 %. C'est une ration très forte en maïs ensilage et en plus, je vais aller mettre un 2, 3, 4 kg de maïs humide. Mais là, mon amidon total est belle. Par contre, mon amidon rumen est beaucoup trop élevé. On parle de 21,5 % versus la même ration théorique. La seule chose, c'est que j'ai transféré mon maïs humide en maïs grain sec. Donc, j'ai le même amidon. La seule différence, c'est que mon amidon rumen est beaucoup plus basse. Et ça, la différence, ici, on parle d'acidose sous-clinique versus une ration beaucoup plus santé, beaucoup plus saine pour le rumen de la vache. Quand on va avoir une ration en haut de 18-19 % d'amidon rumen, là, ça vient vraiment challengeant, difficile pour les vaches de gérer toute cette boule d'énergie-là. Et souvent, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de diminuer l'amidon total, donc perdre le potentiel lait de la ration au bénéfice, évidemment, de la santé du rumen. Donc, ce qu'on aime dans un monde idéal, c'est d'avoir notre amidon total ajusté à la ration qu'on veut. Donc, exemple ici, 25,5. D'avoir une bonne proportion d'amidon dégradable au rumen, le 17 % qui est ici. Et maintenant, venir compléter quand on est capable avec de l'amidon à l'intestin. Donc, le maïs sec va venir compléter ma différence ici pour nourrir la vache. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un gros pic d'amidon dégradable au rumen à 21,5 %, bon, on va faire une transition graduelle vers l'amidon à l'intestin pour garder le même niveau d'énergie de la ration, mais simplement réduire la surcharge des bactéries du rumen et venir avoir une courbe de dégradation ruminale beaucoup plus lente dans le système digestif de la vache. Ce qui est à surveiller si on va en maïs grain sec, c'est vraiment la grosseur, la finesse des particules. Avec un maïs grain sec, le problème, c'est que si mon amidon est grossier, on va en avoir dans le fumier.
Et là, si on est dans le fumier, ce qu'on essaye de gagner en le retirant ici, s'il se ramasse dans le fumier, éventuellement, les vaches vont perdre en production. Et à chaque fois qu'on va augmenter l'amidon fécal de 1,5 on perd un demi-kilo de lait. Donc, l'idéal dans l'amidon fécal, si vous le faites analyser, c'est d'être en bas de 3 Si je suis à 4,5 je viens de perdre un demi-kilo de lait. Si je suis à 6 je viens de perdre 1 kilo de lait. Donc, c'est vraiment rapide de perdre du lait et en voyant l'amidon fécal augmenter. Si vous en voyez visuellement dans le fumier, il y a des fortes chances que l'amidon fécal est relativement élevé. Donc, ça, c'est à valider. Maintenant, pour la santé du rumen, un autre facteur non négligeable, c'est l'huile insaturée. Donc, si vous avez des sous-produits qui sont riches en huile, la drèche de distillerie, la drèche de brasserie, du soya micronisé, du soya brut, du soya cuit, juste rôti, écrasé. Donc, tout ça mène beaucoup d'huile végétale. Le problème de l'huile végétale, c'est que le rumen, lui, va vouloir la saturer, cette huile-là. Et pour la saturer, ben, il va être obligé de prendre des ions hydrogène qui est dans le rumen pour venir le coller sur les chaînes de carbone. Donc, quand on parle d'un gras insaturé végétal, c'est qu'on a des chaînes de carbone et ce carbone-là devrait avoir 4 liens chimiques. Mais il y a certains liens qui vont être à 3 liens chimiques, dont un double lien. Donc, il n'est pas saturé en hydrogène. Pendant que le rumen va saturer ce gras-là avec de l'hydrogène, il va oublier, si on veut, en guillemets, la fermentation ruminale de la fibre. Donc, il va être occupé à faire d'autres choses. Et là, on va vraiment avoir une perte, une diminution de la matière grasse dans le lait. Donc, le résumé, c'est de surveiller vos huiles insaturées pendant l'été, surtout là, quand il y a plusieurs petits challenges qui viennent à la ferme, c'est de voir est-ce qu'on soignait de la drèche et là, maintenant, on pense que ça pourrait affecter notre test de gras. Fait que faites valider vos rations en niveau de gras total insaturé. Est-ce que ça pourrait être un problème? Sinon, quand on parle de toxines, de levure, de moisissure, ça peut affecter aussi le test de gras. Les toxines cette année, en 2020, là, pour les fourrages de 2020, donc soignés en 2021, on voit qu'il y a beaucoup d'HT2, de T2, un petit peu de vomitoxine aussi. Ça, c'est des toxines qu'on va voir, des problèmes de consommation, problèmes peut-être de composantes, mais aussi des problèmes d'avortement. Donc, prenez le temps de voir si vous avez des signes cliniques à la ferme, faites tester vos ensilages, ça vaut la peine de valider ce qu'on a des toxines. Quand on parle d'une ration qui chauffe pendant l'été, il y a des levures là-dedans qui vont se développer et des moisissures. Donc, pas parce qu'on ne le voit pas visuellement qu'il n'y en a pas. C'est sûr que si la ration chauffe, on pourrait faire un test de levure de moisissure, mais c'est sûr que ça va être élevé parce que la ration chauffe, donc il y a quelque chose de vivant qui se développe dans votre ration. Si on ne trouve pas le problème, si vous avez une autoration, allez voir le maïs humide. Souvent, le maïs humide, rendu pendant l'été, il va commencer à être noir, moisi un petit peu. Même, il y a des fois, c'est des grosses poques brunes, foncées, blanches même, qui sortent du silo. Le problème, c'est que ça tombe dans le moulange, puis on ne le voit pas, parce que ça tombe dans la ration par après, puis c'est tout automatisé. Mais prenez le temps d'en faire sortir des silos et validez que ça, c'est sain. Parce que sinon, évidemment, que ça va affecter le test de gras. Comment on peut penser que ça affecte le test de gras? Il faut prendre un rumen un peu comme un étang qui est calme. Donc, il y a des bactéries dans un rumen, mais dans l'étang, il y a des poissons, puis il y a des plantes. Si on a trop de plantes, puis on n'a plus de poissons, les plantes ne sont pas mangées, digérées dans l'étang. C'est un peu la même chose dans un rumen. Si je mets énormément de levure moisissure, donc je rentre un nouveau prédateur qui va venir manger celle qui mangeait les plantes dans mon étang, ce qui va arriver, c'est que j'ai un déséquilibre de mon écosystème. Dans le rumen, c'est la même chose. Le levure moisissure compétitionne avec les bonnes bactéries qui gèrent la fibre. Donc, éventuellement, ce qui arrive, c'est que ma gestion de fibre diminue et potentiellement, mes composantes vont baisser parce que je n'ai plus les bonnes bactéries pour gérer la fibre. Donc, ça, évidemment, que ça peut être aussi un problème à valider. Maintenant, qu'est-ce qui peut impacter le test de gras? Donc, il y a aussi la régie alimentaire. La régie alimentaire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? La première des choses, c'est la consommation réelle de vos vaches. La CVMS, la consommation volontaire de matières sèches. Est-ce que je manque de consommation? Oui ou non? Si la réponse est oui, bien évidemment que les vaches risquent de manquer de substrat dans le rumen. Ça veut dire que j'ai une population de bactéries qui veut se développer, mais qui manque toujours de nourriture pour se développer. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on nourrit les rumens, les bactéries du rumen avant de nourrir la vache. Donc, est-ce que je manque de nourriture pour nourrir mes bactéries? Donc, il manque de substrat. Pour l'évaluer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évaluer la consommation d'NDF fourrage. Une vache devrait manger 1% de son poids vif en NDF fourrage. Donc, ça pèse 700 kg, elle devrait manger 7 kg en pourcentage d'NDF fourrage. Donc, oui ou non? Si la réponse est non, qu'est-ce qui limite la consommation? Est-ce que c'est comme ma photo, donc un peu extrême, on voit clairement qu'il manque de bouffe. Là, quand les vaches nous regardent toutes, je pense que c'est clair qu'il manque de bouffe, puis ils attendent. Est-ce que j'ai un fourrage beaucoup trop pauvre? Une première coupe de graminées qu'on m'en fera de proportion dans la ration qui limiterait la consommation parce qu'il est dur à digérer.
Un fourrage très long. Quelqu'un qui va soigner en balle longue, que le fourrage est très long, les vaches, là, pour le consommer, il faut qu'ils le mangent, il faut qu'ils le coupent avec le molaire. Donc là, ça va diminuer le temps de rumination parce qu'ils prennent beaucoup de temps à manger. Donc, ça peut avoir un impact, ça aussi. Sinon, est-ce que j'ai un repousse-fourrage? Est-ce que mon repousse-fourrage est efficace? Si vous soignez une fois par jour, il y a des fortes chances que le repousse-fourrage ne fasse pas bien sa job jusqu'à midi à 1 heure parce qu'il y a trop d'RTM. Donc, il n'est pas capable de pousser, il va juste s'accoter dedans. Et ce qu'on veut avec le repousse-fourrage, c'est ramener de la ration fraîche qui est loin des vaches par-dessus le tas qui a été mangé, trié, bavé par les autres vaches. Donc, c'est très important. Si vous avez un repousse-fourrage qui ne fait pas bien la job, passez avec le Bobcat jusqu'à midi à 1 heure, puis après ça, le repousse-fourrage va faire sa job. Est-ce qu'on a un RTM qui chauffe l'été? Évidemment, quand ça chauffe, les vaches vont diminuer leur consommation. Est-ce que mon nombre de repas est ajusté? Donc, si je fais un repas par jour l'été, est-ce que ce serait bien d'en faire 2 ou au moins de changer mes heures? Au lieu de soigner le matin, est-ce que je peux soigner le soir? Le fait de soigner le soir, ça fait que mes vaches, quand ils arrivent le matin, bien, ils ont une belle ration qui est encore théoriquement fraîche parce qu'elle a été soignée le soir, bien, elle a moins chauffé pendant la journée, entre guillemets. Donc, très important de s'assurer que les vaches ont beaucoup d'RTM vers 4h30 jusqu'à 7h le matin, là, ils consomment énormément de fourrage. Donc, si vous rentrez à l'étable à 5h30, 6h, puis que les mangeoires sont vides, ben, je me dis qu'il y a déjà 1 ou 2 heures de nourriture qui n'a pas été prise par les vaches parce qu'il manque de refus. Donc, ça, c'est à valider. Moi, j'ai des clients qui soignaient 5 fois par jour et on a collé le repas 1 et 2, un après l'autre. Donc, ils soignaient le repas 1 à 7h, le deuxième repas autour de 10h, 11h et ensuite, etc., jusqu'à la fin de la journée. Et de 7h jusqu'à 10h, le premier repas était mangé très, très rapidement, puis il n'y avait plus de nourriture jusqu'à 10, 11h. Donc, ce qu'on a fait, le repas 1, 2 est maintenant collé. Un coup que les vaches ont fini de manger 2 repas, un après l'autre, ils sont bien pleins, ils sont couchés puis ils ruminent jusqu'au prochain repas à 1h ou 2h, le repas 3. Donc, vraiment, c'était une façon de maximiser la consommation des vaches. Donc, revoir les moments de distribution de la ration, ça pourrait être vraiment intéressant. Ici, je ne veux pas aller dans le détail parce qu'on en a parlé beaucoup, mais l'audit RTM, évidemment que ça, c'est important. Donc, est-ce que la RTM ou la RPM est bien mélangée? Donc, on voit ici par le graphique que quand on a une grosse variation de composantes, donc c'est la puce à l'oreille que je voudrais vous mettre, là. Si vous voyez vos composantes de 4.1, 4.2, baisser à 3.8, 3.9 dans les mêmes livraisons, dans la même semaine, probablement qu'ils ne mangent pas la même RTM, ces vaches-là. Donc, refaites valider votre audit d'RTM, juste s'assurer que le mélangeur il fait bien sa job. Maintenant, l'impact du triage. J'ai fait 3 rations. Donc, la ration de papier, la ration du matin et la ration du soir. Souvent, on va me dire que ça n'a pas d'impact parce que mes vaches sont attachées par le cou, donc une stabulation entravée, et ils finissent par tout manger. Par contre, ils mangent quoi et quand? Donc, j'ai fait une ration, un high group, donc une ration forte, si on veut, avec un bon pourcentage de protéines, 17,5 de protéines, un bon niveau de fibre NDF à 30, donc assez challengeant, là, une belle ration à 26,5 d'amidon aussi. Donc, une ration assez challengeante. Par contre, si on regarde le matin, ces vaches-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont trier. Donc, ces vaches-là, en triant le matin, vont augmenter leur consommation de grains et on va voir que l'amidon, elle va monter jusqu'à 27, 27,5 au lieu d'être à 26,5. Donc, en partant, on voit déjà qu'il y a une incidence sur le grain qui est consommé. Moi, ça, mon NDF, ben là, on voit que cette ration-là devient vraiment challengeante au niveau de la fibre parce qu'on vient de baisser en bas de 30 de NDF. Donc, si moindrement, j'ai une fibre qui est courte, qui n'était pas trop efficace, ben, je risque d'avoir mis mes vaches en acidose sous-clinique le matin. Et ça, ce que ça fait, c'est que mon pH dans la journée, dans le rumen, va baisser juste le matin. Mais un pH qui baisse, on le sait que ça va tuer des bactéries qui vont digérer la fibre. Donc, ma population microbienne de digestion de fibre vient de mourir parce que j'ai de l'acidose sous-clinique. En après-midi, quand il va rester juste la RTM, plus forte, donc la ration PM, qui va rester juste des fourrages, mais on voit que j'ai une ration beaucoup plus pauvre en protéines parce que le soya est mangé, il est beaucoup moins forte en amidon et il reste de la fibre. Le problème, c'est que la fibre arrive dans Bédène d'un coup que les premières bactéries sont mortes parce qu'elles ont été brûlées le matin. Donc là, dans ma journée, j'ai une grosse variation dans mon pH ruminal. Donc, mes populations bactériennes ont de la misère à gérer ça. Et ce que ça fait des baisses des montées de composantes, des composantes variables, versus une RTM qui est balancée papier et qui est très bien consommée. Donc ça, c'était vrai pour le vache par vache qui est attaché, mais c'est aussi vrai pour un gars qui est stabulation libre. Donc une RTM en stabulation libre, chez mes clients, ce qui arrive, c'est, on le voit, là, la vache arrive, elle mange tout ce qu'elle peut, elle tasse les autres à mangeoire, puis elle va se coucher. Elle a mangé tout le grain. Mais la plus petite, timide premier veau qui vient de veiler, bien, elle, quand elle arrive à manger, il reste juste le fourrage, donc la ration que j'appelle PM. Donc, ma premier veau qui avait besoin d'une plus forte proportion de concentré parce qu'elle a un gabarit plus petit pour consommer, elle ne l'a pas.
Et ma vache qui n'avait assez concentré, ben, elle a mangé la portion des autres, puis là, elle a la bédaine qui fait mal parce qu'elle a trop d'acide dans le rumen. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'il n'y a pas de triage, et je pense qu'ici, on le démontre bien. Le point qui est très important aussi que j'ai rajouté, RPM robotique. Donc, si votre ration de base est déjà relativement challengeante et on donne 3, 4, 5 kilos de grains en plus au robot, et elle mange tout son grain au robot, vous savez comme moi, le matin, elle va se faire traire, puis après ça, elle s'en va dans la mangeoire, puis elle va se gaver. Si elle vient de manger 3-4 kilos de concentré au robot, elle va dans la mangeoire, puis elle mange encore du grain de la voisine, puis elle va se coucher, bien là, c'est sûr que cette vache-là, elle a le rumen qui chauffe un peu trop. Là. On a chauffé le poêle, puis ça se peut qu'on ait des problèmes avec cette vache-là. Puis l'autre vache qui est encore là, qui était la plus timide, ben, elle arrive, puis il reste juste des fourrages. Donc, c'est très important le triage de limiter ça au maximum. Donc, dans la régie de troupeau maintenant, qu'est-ce qu'on peut évaluer pour s'assurer que notre régie de troupeau fonctionne bien versus ce que les vaches ont besoin? La santé des pattes. Est-ce que j'ai un problème au niveau des pattes? J'ai mis plusieurs petites données pour vous donner un point de repère, là, mais les pattes, quand on a un problème de pattes chez certaines vaches, on parle d'une réduction de production laitière de 300 à 400 kg pendant cette lactation-là. Incidence de la réforme évidemment plus élevée, parce qu'une vache qui est rendue à un stade comme elle ici, si on prend le temps de regarder les données dans ses prochaines lactations, même si on corrige le problème de boiterie, c'est une vache qui est hypothéquée. Elle ne va jamais refaire, exemple, elle a fait un 14-15 000 kg en troisième veau. Quatrième veau, même si on guérit sa boue ici, généralement, elle ne va pas aller chercher le maximum. Elle risque de baisser à 12-11 000 kg parce qu'elle est hypothéquée. C'est une vache qui est boiteuse, entre guillemets, à vie. Donc, évidemment que ça a un impact, oui, sur la production laitière à court terme, mais aussi sur les composantes. Cette vache-là, quand elle décide de se lever pour aller manger, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a pas mangé. Souvent, les vaches dans une étable, pour voir la boiterie, moi, je me fais à l'état de chair. Je regarde le dos et le rumen. Là, vous ne le voyez pas sur la photo. L'autre côté, le triangle du rumen. Quand le rumen est très, très creux, qu'on voit les côtes, les hanches très, très découpées, là, ben ça, c'est une vache maigre. Puis là, je regarde les pattes, puis souvent, je trouve la cause du problème. C'est une vache qui a mal aux pattes. Ce qui va arriver, c'est que oui, elle va manger, cette vache-là, mais au lieu de manger 7, 8, 10 repas par jour qui est équilibré, elle va aller manger 3-4 fois dans sa journée et elle va se gaver. Donc, elle va manger énormément pour sa capacité de gestion de grains, puis elle va aller se coucher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre beaucoup trop de grains en même temps dans la bedaine versus ce qu'elle est capable de gérer. Et là, on va créer des problèmes de ce vache-là, donc des baisses de composants. Et en plus, souvent, c'est l'état de chair à long terme qui va être le problème de ce vache-là. Donc, on parlait des états de chair bas, test de gras bas à long terme. Pour la surpopulation, ça va être un peu le même principe qu'une vache qui a mal aux pattes. Donc, la surpopulation va faire en sorte que les plus dominantes vont manger tout ce qu'ils peuvent, surtout si on a un problème de surpopulation à la mangeoire. Donc, on n'a pas nos 2 pieds 24 pouces à la mangeoire minimum. Ce qu'ils vont faire, c'est que les vaches plus dominées vont les manger après, une ration souvent qui a été triée, et elle va réduire son nombre de repas par jour parce qu'elle va manger quand elle peut. Donc, elle aussi, à long terme, ça va être un problème. Le confort des logettes, c'est un peu la même chose. Une vache qui va se coucher, quand la logette n'est pas confortable, elle va rester longtemps couchée au lieu de se lever rapidement pour aller manger. Ben, elle se couche et elle attend longtemps avant de se relever. Donc, on vient de changer sa fréquence alimentaire. Au lieu d'avoir plusieurs petits repas, on parle de 1 ou 2 très gros repas en quelques heures. Donc, on a un impact sur la santé du rumen, trop de grains à gérer en même temps. Et l'espace mangeoire, un petit peu avec la surpopulation ici. Un autre point qui peut affecter le test de gras, qu'on oublie plus ou moins, on en parle de plus en plus depuis 3 ans, je vous dirais, mais le stress de chaleur. Le stress de chaleur va avoir un très gros impact sur la santé des vaches, la santé du rumen. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est du stress de chaleur. Donc, pour commencer, c'est quoi un stress de chaleur? Souvent, il y a plusieurs clients qui m'ont demandé là, carrément c'était quoi un stress de chaleur, puis comment on pense qu'une vache est en stress de chaleur. Donc, on parle d'un stress de chaleur ici avec l'humidité relative et la température dans l'étable, évidemment. Donc, c'est un indice de température-humidité, c'est le THI ou ITH. Et ce qu'on va évaluer, c'est l'équilibre là-dedans. Donc, quand on a une température qui va excéder le 24, 25, 26 degrés Celsius, avec une humidité relative de 25, 30, 35, on voit qu'on commence à avoir un stress de chaleur en jaune. L'été, quand on sort de la voiture qui fait 31, 32 dehors, puis qu'on sent que ça nous écrase dans le dos, là, c'est vraiment étouffant. Bon, on parle souvent des humidités de 65, 75, 80 %. Donc, on est dans un gros stress thermique sévère. Et là, encore plus vrai, juste avant un orage, là, souvent, là, ça devient quasiment étouffant. On va faire 35, 36 degrés avec quasiment du 100 % d'humidité parce qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. Mais là, les vaches, on voit vraiment un stress élevé thermique. Pour l'évaluer si les vaches sont en stress thermique, les respirations par minute.
Si les fréquences respiratoires vont dépasser 60 par minute, donc ils vont pomper, on voit les poumons, ils gonflent, ils gonflent, ils baissent plus que 60 fois par minute, ben là, on parle d'un stress thermique et ça va augmenter selon la sévérité du stress. Sinon, évidemment, il y a la température rectale qu'on peut évaluer. Ici, on le voit, là, 38, 39, 40 degrés, 41 degrés Celsius. Ben là, on voit que les vaches sont stressées, donc ils ont chaud. Pour répondre à un stress de chaleur, donc comment que les vaches vont répondre à ce stress de chaleur-là? Ben, pendant les choses, ils vont diminuer leur consommation. Matière sèche ingérée va diminuer de 8 à 12 Souvent, la première vague de chaleur, c'est moins pire un petit peu. Les vaches vont diminuer leur consommation, mais le lait va se maintenir. Donc, une vache a quand même des réserves. Là. Donc, court terme, ça va se maintenir. Deuxième, troisième, quatrième vague de chaleur, les vaches vont vraiment diminuer leur consommation. Souvent, mes clients m'appellent et me disent oups, Maxime, il reste 3, 4, 5 vaches de trop dans les crèches. Ben, c'est parce que les vaches ils ont eu chaud et ils ont moins mangé. Et là, le beau tank va tout de suite baisser. C'est relativement instantané dans les 3-4 stress de chaleur dans l'année. Qu'est-ce qu'on va observer? Consommation d'eau. Elle va jusqu'à doubler pendant un stress de chaleur parce que la vache, elle veut dissiper cette chaleur-là, elle va uriner beaucoup, elle va suer beaucoup, elle va baver beaucoup, donc elle veut dissiper beaucoup de chaleur, elle va boire beaucoup d'eau, elle a chaud, comme nous. Et maintenant, on parle d'un métabolisme de maintenance et d'entretien. Donc, la vache, quand elle a très chaud, il faut qu'elle sorte cette chaleur-là. Pour le faire, ben, ça prend de l'énergie. Au lieu de faire de la production laitière, ben, elle va prendre cette énergie-là pour suer, pour se déplacer, aller boire de l'eau, pour essayer de rester debout en haut des fans. Donc, tout ça, c'est de l'énergie qui est consommée et qui n'est pas utilisée pour faire du lait. Donc, évidemment, une perte de production laitière. On a aussi certaines études qui démontrent que tous ces métabolismes-là vont diminuer le système immunitaire. Donc, des vaches beaucoup plus fragiles à des maladies. Donc, des mammites l'été. Oui, il y a l'effet de l'environnement, l'effet de l'humidité d'un logette, un peu de fumier d'un logette. Donc, ça se développe, le fumier d'un logette, les bactéries. Mais aussi, le système immunitaire des vaches, il est affaibli. Donc, tout ça mis ensemble fait un beau petit cocktail explosif. La température corporelle va augmenter, ce qui va faire augmenter le volume d'eau et le volume urinaire parce qu'ils boivent énormément, donc ils vont uriner énormément. On va voir une rumination diminuer. Et c'est la même raison que la matière sèche ingérée. Pourquoi que les vaches vont réduire leur consommation et réduire leur rumination? C'est un peu comme nous quand il fait très chaud, on n'a pas nécessairement envie de manger des gros hamburgers, c'est peut-être plus une salade, quelque chose de léger. C'est la même chose pour la vache. Son rumen, c'est une cuve de fermentation qui fait énormément de chaleur. Donc, en réduisant sa matière sèche ingérée, on vient de réduire un petit peu la chaleur qui est développée par le rumen. Et en diminuant la rumination, gestion de la fibre produit énormément de chaleur, cette fermentation-là. Donc, si elle rumine moins, elle produit elle-même moins de chaleur, donc elle va s'aider à compenser ce stress de chaleur-là. Et inévitablement, on va perdre l'absorption des nutriments si la vache rumine moins bien. Maintenant, côté minéralisation, qu'est-ce qui arrive dans un stress de chaleur? Bien, la vache, au fond, quand elle va suer, il y a quelque chose qui est dans la sueur, on le voit ici, du potassium et du sodium. Même chose quand elle va uriner, potassium, sodium dans l'urine. Donc, la vache qui boit énormément d'eau va suer beaucoup pour sortir sa chaleur, dissiper sa chaleur, et va uriner beaucoup. Et là, on voit le potassium et le sodium qui sortent. Même chose quand elle va saliver, quand elle va respirer très rapidement. Quand elle respire très rapidement, il y a du CO2 qui va sortir, du carbone, bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, donc c'est du carbone avec du sodium. Donc, on voit ici que le carbone sort énormément. Et là, ce que ça fait ici dans notre rumen, si nos ions positifs sortent un peu partout, bien, ça va me faire un rumen qui va être de plus en plus fragile à l'acidité, donc une baisse de pH ruminal. Et au final, depuis tantôt qu'on en parle, une baisse de pH ruminal va parler d'une baisse de composantes parce que le rumen est moins bien en santé. Donc, c'est très important de surminéraliser les vaches pendant l'été pour compenser la perte par la sueur, l'urine et par la respiration, la salive qui sort énormément de tampons. Il faut compenser les tampons. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va vers les stratégies alimentaires maintenant. En stratégie alimentaire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Pas toujours facile, pas toujours réaliste selon les entreprises, mais au moins, il y a plusieurs solutions. Puis c'est de trouver la meilleure pour chez vous. Bon, évidemment, là, ici, pour faire de polémique sur rien, là, il y avait le C16. Par contre, une chose qu'on peut garder en tête sur le C16, c'est que ça coûtait 50 sous par vache par jour. Et ce qu'il y a moyen de reprendre cet argent-là et de l'utiliser différemment. Donc, de trouver des alternatives qui vont prendre cet argent-là, au fond. Donc, au final, dans vos poches, ça ne coûte pas, en guillemets, plus cher, mais on replace l'argent ailleurs pour essayer d'aider la vache au lieu d'utiliser le C16. Donc, je pense que c'est le même qu'il faut voir cette situation-là. Première des choses, valider les toxines moisissures dans la RTM. Donc, c'est sûr que si on a beaucoup de toxines et ou de levures moisissures, ça se fait par notre laboratoire, analyser les levures moisissures. Bien, c'est sûr que ça vaut la peine de l'évaluer. Si c'est un problème, il faut corriger le problème.
Donc, les RTM qui chauffent, est-ce que c'est un problème? Je vois ici une façade de bunker sur la photo. On a chez nous, par l'équipe technique, on a une caméra thermique. Est-ce qu'on peut venir avec vous à la ferme, évaluer dans votre bunker, est-ce qu'il y a des surfaces qui sont chaudes, essayer de ne pas le soigner aux animaux, puis si toute la surface chauffe, est-ce qu'il y a moyen de travailler différemment notre bunker pour limiter les surfaces chaudes? L'ajout d'eau ou non à la ration. Si on ne met pas d'eau du tout, je doute qu'il risque d'avoir du triage. Si j'en mets trop, des fois, j'inocule beaucoup trop d'eau, puis ça va aider à fermenter, à chauffer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre le triage et l'eau pendant l'été. Sinon, c'est plate, mais moi, ce que je recommande, c'est de mettre de l'acide. Donc, on garde l'eau pour limiter le triage et en mettant l'acide, on essaie de limiter la ration qui chauffe. Niveau fibre efficace, donc toujours valider mon niveau de fibre théorique sur papier versus aussi ma fibre. Est-ce qu'elle est longue, est-ce qu'elle est piquante, est-ce que j'ai de la fibre efficace pour soutenir le grain que je veux mettre. Donc, c'est toujours l'équilibre, je disais tantôt, entre le grain et la fibre. Mon amidon total versus amidon rumen. Ça se peut que beaucoup de maïs ensilage pendant l'hiver avec du maïs humide fonctionne bien. L'été, c'est un niveau d'amidon rumen-là qui est de plus en plus élevé parce que la fermentation est bien établie dans nos ensilages. Et aussi, si tu as le même niveau de grain-là, l'été, des fois, les vaches ne sont pas capables de le prendre. Ça fermente trop rapidement, ça dégage trop de chaleur, puis ils ont chaud, les vaches. Donc, est-ce qu'il y a moyen de transférer un petit peu d'amidon total en amidon plus sec, donc d'amidon humide en plus sec, pour essayer de réduire notre amidon rumen, mais garder le même niveau d'amidon total, la même énergie de la ration. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut évaluer. Si vous soignez des acides gras insaturés, est-ce qu'il y a moyen de le réduire? Donc, si vous utilisez de la drèche étirée parce que c'est économique, est-ce qu'on peut juste la réduire un petit peu, la couper de moitié, puis travailler avec du tourteau de soya, exemple? Donc, réduire les huiles dans la ration. Ça peut être des alternatives. Évidemment que la minéralisation pendant l'été, ça ne devrait pas être à négliger. Donc, c'est très important. Valider le niveau de potassium. Première des choses, on comble le potassium. Le potassium coûte extrêmement cher. Donc, on comble le niveau de potassium. Et la deuxième chose à faire, après ça, un coup que le potassium est mis, c'est de mettre du bicarbonate de soude, du soda, des agents tampons qui vont coûter beaucoup moins cher que le potassium et qui va donner un très bon effet sur la santé du rumen. Donc, on comble le besoin des vaches en potassium et par-dessus ça, on va venir mettre du bicarbonate de sodium. Et après ça, ben, on va maximiser la consommation d'NDF fourrage. On parlait tantôt, si les vaches ne mangent pas 1% de leur poids vif en fourrage, est-ce qu'on repousse assez? Est-ce qu'on est capable de faire manger plus dans la bédaine de fourrage pour amener plus d'énergie? Par contre, une énergie qui est beaucoup plus santé, donc pour essayer d'aider les composantes. Autre alternative, il y aurait aussi sinon des additifs. Donc, le MHA, c'est de la méthionine hydroxyanalogue. Donc, cette méthionine-là, c'est une acide aminé essentielle. Quand on va le mettre dans une ration, ça va coûter environ 14-20 sous par vache par jour. J'ai mis 14, c'est la dose à 25 grammes par vache par jour, là, pour vous donner une idée. Là. Donc, ça coûte 14 sous par vache par jour. Il va avoir un effet au rumen et un effet post-ruminal aussi. Donc, ce n'est pas une méthionine protégée. C'est une méthionine qui est disponible dans le rumen, par contre, sous une autre forme. Donc, les bactéries doivent l'utiliser, la synthétiser pour la rendre, si on veut, utilisable. Donc, ces bactéries-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être capables de l'utiliser à peu près 60 et l'autre 40 qui reste va s'en aller au rumen, post-rumen, pardon, donc à l'intestin, comme méthionine, acide aminé essentiel pour la vache, donc en méthionine. Donc, l'idée, c'est la première étape, c'est que le rumen va l'utiliser à 60 pour améliorer la synthèse de protéines microbiennes et aussi des composantes. Et en post-ruminal, on va avoir une source de méthionine pour la vache. Selon différentes études ici qui ont été faites par la compagnie qui distribue le produit, donc en 2018, Baldwin, en association avec Novus, donc la compagnie. Donc, on voit qu'une ration faiblement, modérément et très acidifiante. Donc, on voit ici la ration qui était le contrôle versus avec le produit. Donc, on voit que le test de gras en statistique se maintenait beaucoup plus facilement quand on ajoutait la méthionine protégée. Versus ici, quand on voit aussi avec un gras en kilos par jour. Donc, on voit qu'en kilos par jour, ça se maintient toujours versus le contrôle. Donc, ça, c'était ce qui avait été fait par l'université, donc avec Baldwin et Hall. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'essayer chez nos clients l'année passée en 2020. Donc, on a mis le produit jour zéro ici. On avait les données de 20 clients. On a rajouté les MHA et on a suivi l'évolution du test de gras principalement et du lait chez ces 20 clients-là. En moyenne, on a passé de 3,9 de gras à 4,01 avec le produit. Donc, on a quand même une bonne amélioration en moyenne. Et aussi, ce qu'on a vu pour certains troupeaux, qui avaient même une augmentation sur la production laitière. Donc, il y avait le gras qui montait en pourcentage et aussi plus de lait, ce qui fait que des kilos de gras par vache étaient clairement positifs. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer, puis voir si ça peut être une option pour chez vous. Sinon, il y a d'autres additifs.
probablement que vous connaissez peut-être un petit peu moins, le Diamond V XPC Ultra. Donc, c'est des métabolites, au fond, qui vont aider la fonction du rumen. Ça va nourrir les bactéries du rumen. Donc, le Diamond V, c'est un produit qu'on va rajouter aux rations qui va stimuler la digestion de la fibre par les bactéries du rumen. Donc, ça peut être une alternative. Diamond V va coûter environ 20 sous par vache par jour. Donc, ça peut vous donner une idée. Le Nutritech, c'est une base de Diamond V. Et en plus, il va y avoir des huiles essentielles, des antioxydants, des polyphénols qui vont améliorer aussi la santé immunitaire, la santé ruminale et la consommation volontaire de matières sèches. Donc, c'est un peu un package global d'immunité pour la vache. Donc, une vache en santé, évidemment, va faire un peu plus de composantes, un peu plus de production laitière. Donc, c'est ça l'idée du Nutritech. Même chose ici pour le zeste. Le zeste, c'est un produit, lui, qui va favoriser la croissance des champignons dans le rumen. Les champignons, eux, vont vraiment venir avec des villosités, briser la fibre en morceaux et on va rendre disponible la fibre beaucoup plus facilement pour la digestion par après. Donc, c'est ça l'idée d'un produit comme le zeste. Et finalement, on a un produit qui s'appelle le Kool-Aid. Le Kool-Aid, c'est un osmolyte qui va aider à maintenir l'hydratation de la vache. Donc, l'idée, c'est que les cellules vont rester hydratées plus longtemps. Et la vache, en étant hydratée, a moins de réactions de stress thermique. Donc, elle va maintenir une température interne beaucoup plus stable avec l'eau. Et maintenant, ça va permettre à la vache de passer par-dessus un stress thermique. Le Kool-Aid va coûter environ 30 sous par vache par jour. Donc, on parlait tantôt de réinvestir des sous. Ben, ça peut être une des alternatives. On a fait un test avec un stagiaire, il y a 2 ans, en 2019, chez un client. Donc, c'est un client qui n'avait pas de Kool-Aid 2017-2018. Donc, on voit que pendant l'été, les composantes étaient tendance à la baisse. Ceci, c'est des données du contrôle laitier chez le client avec le gras en bleu. Donc, on voit que le test de gras à 4 baissait pendant l'été 2017. Après ça, on remonte pendant l'hiver et on voit vraiment une baisse pendant l'été 2018. En 2019, ils ont décidé de faire un test avec le Kool-Aid. Donc, oui, il y a eu une baisse, mais beaucoup moins marquée que les autres années. Et 2019, c'est une année relativement chaude, là. Et ce qu'ils avaient fait, c'était le Kool-Aid seulement dans le groupe 1 et non dans le groupe 2. C'est une étape en stabilisation entravée, fesse à fesse. Donc, quand on marchait les vaches, groupe 1 qui était d'un côté, groupe 2 qui était de l'autre, visuellement, on voyait vraiment le groupe 2 là, qui avait des battements de fréquence pulmonaire beaucoup plus élevés que 60 par minute. Donc, on voit vraiment là, les vaches pompaient énormément. Et le groupe 1, il était calme et il ruminait. Donc, rapidement, le client nous a demandé d'en le mettre dans le groupe 1 et dans le groupe 2 pour vraiment aller chercher le maximum du produit. Donc, c'est pour ça ici qu'on a des données chez ce client-là. Donc, on a les données littérature mondiale qui ont été faites. Donc, c'est un produit qui a beaucoup de recherche de littérature sur le produit et aussi appliqué à la ferme au Québec. On voit vraiment un impact. Les clients qui l'utilisent normalement, ils nous le redemandent année après année parce qu'ils voient vraiment une différence sur les vaches. Donc, dans un cas comme ça, si le stress thermique, vous pensez qu'il pourrait être un problème dans votre étable, je vous dirais simplement de l'essayer, voir si vous voyez une amélioration. Et sinon, si on regarde un petit peu les solutions de régie, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'améliorer? Ben moi, je pense qu'une évaluation signe de vache peut être intéressante parce qu'on a parlé de plusieurs points tantôt, dont le stress thermique. Est-ce que votre ventilation est au fine pointe de la technologie? Ce qu'on veut dire par là, c'est oui, on ventile l'étable, mais souvent, il y a certaines zones mortes. Quand on a des big ass fans, par exemple, on a peut-être beaucoup de courant d'air autour de la mangeoire, beaucoup de courant d'air sur certaines logettes, mais est-ce qu'on a des zones mortes? Nous, à l'interne, on a une petite machine, un Kestrel qui a une fan dedans, qu'on peut mesurer les déplacements d'air dans l'étable. Donc, je pense que ça vaut la peine d'évaluer ce que dans ma salle d'attente, si les vaches passent une demi-heure, 45 minutes dans la salle d'attente avant la traite, est-ce qu'il fait très chaud? Est-ce qu'on a moyen de les refroidir? Si oui ou non, ben, c'est de prendre le temps de l'évaluer. Maintenant, aussi le confort de la vache couchée. Une vache qui est couchée va ruminer. Et c'est la porte d'entrée pour les bactéries. Donc, les bactéries, eux, pour digérer la fibre, doivent rentrer à l'intérieur de la fibre. Et à l'intérieur de la fibre, elle va venir digérer par l'intérieur de cette fibre-là. Donc, quand on a, exemple, un foin très long, ben, j'ai juste 2 portes d'entrée pour les bactéries. Par contre, si ma rumination me permet de couper mon foin très long en 8-10 morceaux, ben, je viens d'avoir 16-20 portes d'entrée pour les bactéries sur le même brin de fibre de tantôt. Donc, c'est très important que la vache soit couchée et qu'elle rumine. Aussi, l'importance de la RTM, donc accès à la RTM, accès à l'eau. Donc, ça, c'est des points qu'on peut évaluer avec vous. Longueur de coupe, régie des ensilages, prendre le temps de s'assurer d'avoir des bons ensilages de qualité. Une bonne coupe, une bonne fermentation, je pense que c'est la clé ici du succès aussi. C'est 70 de votre ration. On ne fera jamais mieux que la qualité des ensilages. Donc, c'est très important d'avoir des ensilages de haute qualité. Si la longueur de coupe est un problème, court terme, on est capable de rajouter peut-être du foin, de la paille dans le mélangeur. Donc, j'ai mis un point d'interrogation. Il faut que ce soit bien fait pour que ça fonctionne, mais ça peut être des alternatives.
Et finalement, le pourcentage de boiterie dans le troupeau. Qu'est-ce qui est mon pourcentage de boiterie dans le troupeau? C'est quoi les causes? Si j'en ai. Donc, si j'ai, exemple, sur latte, est-ce que j'ai beaucoup de décollement de ligne blanche? Est-ce que mes vaches glissent? Donc, en glissant, est-ce qu'une fois de temps en temps, ils arrêtent sec? Donc, ils vont se briser la ligne blanche. Des coins carrés, des vaches qui tournent en coin vont se faire mal. Des ulcères, est-ce qu'on a des clous? De la roche dans la litière. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent faire mal aux vaches. Ou évidemment, beaucoup de piétins qui va être un autre problème majeur de boiterie dans les troupeaux. Donc, en conclusion, je pense que ça vaut la peine de réviser toutes vos stratégies de régie et alimentaire. Il faut savoir où est-ce qu'on se situe actuellement pour pouvoir faire des modifications. Si vous avez une thèse de gras qui baisse drastiquement pendant l'été, généralement, il y a plus qu'un facteur à travailler. Donc, tout ce qu'on a parlé tantôt, il faut vraiment prendre le temps de valoriser les ingrédients, laisser le temps de prendre d'évaluer la situation aussi globale de la ferme. Donc, on parle de régie de la RTM, des pattes, de la santé des logettes, la ventilation, pour vraiment s'assurer que tout ça fonctionne bien ensemble dans un équilibre et valider les données à la ferme. Nous autres, on a des outils, donc Dairy Intelligence Premium, le Dairy Intelligence Mobile. Donc, marcher les vaches, prendre le temps de coter les fumiers, coter les scores de rumen, s'assurer que les états de chair sont beaux et avec les données de premium, est-ce que nos pics de lait sont satisfaisants, etc. Donc, prendre le temps de valider les données pour focuser sur les détails, pour maintenir la situation actuelle et même l'améliorer dans le temps. Donc, je vous remercie.